Dune n'est plus qu'un souvenir vitrifié, mais son héritage continue de hanter la planète du chapitre. Les honorés matriarches, enragés et incontrôlables, ravagent l'Empire autant que l'univers. Seule la discipline et la résilience du Bene Gesserit offrent une lueur d'espoir face à ce chaos. La mère supérieure Audrad place cet espoir précisément dans la formation de Milsteg et Murbella. Grâce à eux, l'avenir pourrait bien s'équilibrer, par la guerre ou par l'union. Dans le cas contraire, l'univers serait bien en peine de faire face à une nouvelle dispersion. Alors que nous réserve La Maison des Mers, ce 6e et dernier tome de l'épopée de Frank Herbert. Bonjour à tous chers amis, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière analyse de Dune, vous l'aurez compris, le tome 6, La Maison des Mers. N'hésitez pas à aller checker mes avis précédents sur les autres tomes de Dune, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre en activant la cloche de notification afin de rester informé des prochaines sorties. Il va y avoir pas mal de nouveautés, des vidéos plus courtes également. Donc je vous encourage vraiment à me suivre et j'essaierai également de faire des vidéos plus régulières. Désolé là pour le petit retard avec les fêtes de Noël, mais voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre également un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On va pas s'attarder plus longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Mais on est parti. Bon, après un petit caprice sur le tome précédent qui m'avait fait enlever les critères, là on va les remettre, c'est ces 5 là. L'intrigue, l'univers, l'écriture, le dénouement et l'émotion ressentie. Je vais essayer de faire ça de manière assez concrète, de vous donner mon avis subjectif. Évitez de regarder la vidéo si vous n'avez pas lu le livre parce qu'on va évoquer du coup des passages du livre. Donc ce serait bête que vous fassiez spoiler ici. En tout cas on commence tout de suite avec l'intrigue que j'ai trouvé beaucoup plus intéressante que dans le tome précédent. Le tome précédent qui était les hérétiques de Dune, là c'est dans la continuité, donc je mets 4 sur 5 à cette intrigue. Bon, comme j'ai dit, ça suit donc le fil conducteur du tome 5 avec la même histoire, les mêmes personnages, la même époque également, les conséquences de ce qui s'est passé avant. On a vu que la planète de Dune était détruite, donc là ça va recentrer vraiment sur le duel Bene Gesserit Honoré Matriarche pour la possession de l'univers final donc de cette saga. Et pour la première fois, il n'y a pas eu d'ellipse, c'est-à-dire de saut dans le temps entre par exemple le tome 1, le tome 2 avec quelques années, le tome 3 puis le tome 4 avec de nombreux millénaires d'avance. Donc là ça permet de mieux comprendre les enjeux, la politique du Bene Gesserit notamment. Ce que j'ai aimé moi dans cette intrigue, c'est le fait qu'on ait beaucoup d'enjeux qui soient recentrés autour d'une intrigue. C'est-à-dire que ça ne vient pas vraiment s'éparpiller. J'étais curieux de connaître notamment la renaissance du Bene Gesserit après une grosse défaite, notamment la renaissance des Vers des Sables, de l'évolution du Ghola Milsteg, qui donc était mon personnage préféré dans le tome 5, qu'on revoit en tant que petit, en tant que Ghola, et notamment la 4e de couverture de cette édition-là qui donne plutôt envie avec quelque chose qui serait central pour le Bene Gesserit, qui est donc la formation de Milsteg. Et donc le rôle de Cital également, qui est le seul avenir du Bene Tleilax il me semble, et également l'élevage des futards. Donc il y avait pas mal de choses qui se s'étriquaient autour de cette intrigue, et moi c'est ce qui m'a plu. Et par exemple moi le sort du couple entre Murbella et Duncan Idaho m'a beaucoup plu, et m'a beaucoup intéressé également. J'étais également curieux de voir ce qu'allait devenir ce couple voué à la tragédie finalement, parce que ces deux personnages complètement opposés, notamment Duncan qui incarne la résistance au pouvoir et Murbella l'ambition du pouvoir. On reparlera ça dans le dénouement. Mais ouais, c'est une intrigue vraiment riche, compréhensible, mieux organisée, et j'ai trouvé qu'il y avait moins de déceptions. On en reviendra en fin de vidéo avec le dénouement comme je l'ai dit, mais j'ai bien aimé, ouais. Et le point que j'ai enlevé en moins, j'ai mis 4 sur 5, le point que je mets en moins, c'est que je trouve que l'atmosphère change d'environnement mais ne se renouvelle que très peu finalement. C'est-à-dire qu'un coup on veut le désert, un coup on n'en veut plus, un coup on en veut encore. Et pour moi il y a cette idée du Ghola qui me semble un peu trop facile. C'est-à-dire que si un personnage meurt, bah c'est pas grave, on le retrouvera le tome d'après, donc ça rend les personnages moins attachants. Et je trouve ça un peu facile pour l'auteur de renouveler sans cesse les mêmes personnages. C'est le cas donc de Milsteg, le Bashar, mais c'est également le cas
de Duncan Idaho tout au long de la saga. Donc ils sont vraiment sûrs de revivre et ça se repose un peu trop sur la densité de l'univers. Donc l'univers, venons-en. Je disais que l'intrigue se reposait un peu trop sur l'univers et parce que c'est vrai que l'univers a tout pour plaire et a tout pour être parfaite et de faire d'une une saga légendaire qui a été adaptée plusieurs fois au cinéma et qui a été vendue dans des millions d'exemplaires à travers le monde, c'est en partie dû à l'univers. Et oui, parce que malgré la destruction de Dune, qui me paraissait une très très mauvaise idée dans le tome 5, d'ailleurs ça en a bien pâti dans la note que je lui ai mis, j'ai décidé de faire abstraction de ça, car le cadre reste riche, complexe, et une ambiance vraiment qui est propre à ce que Herbert veut nous transmettre, c'est-à-dire on a l'angoisse dans le non-vaisseau du Bene Gesserit, la crise, on la sent vraiment. On a également l'austérité sur Jonction à la fin quand on a cet affrontement avec des descriptions qui sont pour moi très qualitatives. Et on a également le savoir sur Lampadas quand Lucilia essaye d'aller chercher la mémoire seconde. On a pas mal de champs lexicaux, de personnification. Bon là je vais reprendre mes cours de français, mais c'est vrai que c'est très utile et que Frank Herbert l'utilise au mieux pour faire de son univers quelque chose de palpitant. Donc voilà, rien à dire sur le cadre en tant que tel, et si ce n'est qu'il est vraiment très inspirant. Et là où pour moi il y a un 5 sur 5 et il y a un progrès par rapport au reste de la saga, c'est dans la concentration des personnages que j'ai trouvé plus saine. Le nombre de personnages est également plus limité, les camps un peu inutiles ont été dégagés comme les Tleilaxu et les Ixiens dont on parle plus, les Étréides qui sont plus là, la guilde ou le Chaume, l'empereur ou tous ces trucs là se sont dégagés pour un duel vraiment plus concentré, donc ça permettait de mieux se repérer également, et également une alternance de points de vue qui nous a fait plus proche des personnages. Le lecteur a vraiment pu vivre ces pages aux côtés des personnages, notamment la frustration de Duncan, l'indécision de Murbella, la détermination d'Audrad et de Lucilla lorsque justement elle va sauver ses mémoires secondes. Et moi ce que j'ai adoré, c'est cette dissidence de point de vue. Chacun vit pour son propre combat, et là où j'avais trouvé que dans le tome 5 les personnalités étaient très lisses et n'évoluaient pas, là il y avait une vraie confrontation entre chaque. Il n'y avait pas deux Bene Gesserit qui se ressemblaient. Belonda avait son propre combat face à Audrad, face à Lucilla également. Murbella et Duncan Idaho sont tellement fracturés. Enfin, je trouvais qu'il y avait plus de confrontation entre les personnages et c'est ça qui m'a plu. On va passer désormais sur l'écriture. L'écriture, mon combat, l'écriture, je lui mets 3 sur 5. Et des choses à redire encore. C'est la section sur laquelle je m'aurais été le plus acharné. À travers ces 6 vidéos et depuis que je lis Dune parce que vu qu'on a vu que l'univers était parfait, pour qu'une saga soit parfaite il faut que l'écriture et la plume suivent. Bon, déjà je suis pas fan de la plume de Frank Herbert, sauf si peut-être je m'y suis habitué en fait. Je sais pas si je me suis habitué, mais je trouve qu'on a des chapitres encore un peu trop longs et certains passages creux, mais voilà, ça je pense que j'ai réussi à m'y habituer. Mais j'ai trouvé que l'écriture était bien plus potable dans ce tome-ci, plus digérable que le précédent notamment. Je l'ai lu en une semaine, donc ça a permis, je pense, d'être mieux concentré, de ne pas être éparpillé à droite, à gauche. J'ai vraiment pu me concentrer, me plonger à fond dans le livre. Peut-être que c'est à mon appréciation personnelle et que c'est pour ça que j'ai mieux aimé qu'un autre. Dites-moi également votre avis. Malgré quelques subtilités que j'ai pas vraiment comprises, mais ça reste très minime, il y a une grande partie d'inaction. Donc l'intérêt de l'intrigue m'a facilité la tâche, mais c'est vrai qu'on reste sur la même platitude, le même ton assez linéaire tout au long du livre, jusqu'à cette fin qui éclate. Mais on a des très belles citations au demeurant dans ces réflexions philosophiques et qui sont, même si elles sont fouillies, apportent une part de vérité, une part de consistance dans ces 600-700 pages d'inaction totale où tous les personnages se remettent en question et se parlent de leur destin et tout, qui va jouer dans ces 100 pages là. On en parlera sur le dénouement parce que c'est là aussi le tournant. Bah, d'ailleurs on y vient au dénouement. Ouais, du coup je parlais de l'importance du dénouement parce que ce n'est pas seulement le dénouement d'un tome qu'on nous propose ici, c'est le dénouement d'une saga entière. Moi j'ai mis un 3 sur 5 à ce dénouement, et en 2 mots qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que cette fin elle est déroutante et imprévisible. Je vais commencer par le côté positif, le côté imprévisible. Je trouve que l'idée de faire Murbella une double dirigeante est assez originale, je m'y attendais pas du tout.
et la mort d'Audrad, le succès de Teg grâce au complot notamment d'Audrad, est aussi une bonne idée, hein, le fait que la mère supérieure dont on a suivi tant de temps prenne enfin ses responsabilités, vienne affronter directement, gagne son duel, puis dans un second temps se fait rattraper par l'autre, très honoré matriarche. Je trouve que c'était assez épique. Et donc il y a la fuite de Duncan et de Chiana à la recherche de l'inconnu qui partent à travers le vaisseau pour fuir cette union donc, qui est en train de se passer à cause de Murbella. Duncan se rend compte qu'il ne peut pas vivre comme ça avec Murbella et qu'elle a ses responsabilités de son côté. Le couple se fracture de manière un peu absente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de dialogue et j'aurais peut-être aimé ça. Et donc la raison pour laquelle j'enlève 2 points sur ce dénouement, c'est que ça a été assez déroutant, mais pas dans le sens positif du terme. Notamment sur le fait que j'ai du mal à croire à une telle issue. Je trouve que c'est un peu trop complexe pour finir dans seulement 50 pages. C'est un peu trop beau, trop arc-en-ciel. Le fait que voilà, Murbella arrive comme une fleur, oui maintenant je suis plus puissante que vous, donc je peux dominer le monde, donc vous allez tous m'écouter, et donc toutes les destructions que vous avez balancées ces dernières années maintenant m'appartiennent. Je trouve qu'il n'y a pas non plus de réparation de l'univers. Les honorés matriarches ont un peu foutu le bordel, si vous m'en passez l'expression, sans avoir vraiment aucune conscience du mal commis, notamment auprès des très honorés matriarches, qui meurent et qui les autres ne savent pas vraiment qui suivre. Mais ce qui m'a plus dérangé sur cette fin, c'est plutôt les passages que je n'ai pas compris, notamment avec le rabbin et Rebecca, qui semblent venus d'une autre époque, d'une autre histoire, et donc qui font partie de la dispersion. Je n'ai pas trop compris leur intérêt. Et également le dernier chapitre qui clôt le livre, vraiment la présence de 2 gens complètement inconnus, issus probablement d'un univers parallèle, et qui voient Chiana et Duncan passer avec leur vaisseau. Je n'ai absolument pas compris quel était leur rôle. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me donner la réponse en commentaire. Notamment, ça a peut-être un rapport, je pense, avec le fait que Frank Herbert soit mort malheureusement quelques années après la fin de ce livre, et donc qu'il n'ait pas pu clore la saga de la manière dont il aurait voulu. Je pense qu'il espérait faire 1 ou 2 tomes et que ses fils les ont repris, mais qu'apparemment la suite n'est pas de très bonne qualité. Donc je ne sais pas si je les lirai, je ne sais pas si je verrai, est-ce que je suis vraiment curieux de la suite, je ne sais pas. En tout cas, on finit un peu en demi-teinte, à l'image de la saga. Et concernant l'émotion, je mets un 3 sur 5, qui est ma petite appréciation subjective. À l'image du livre, j'ai pas ressenti de coup de cœur, ni pour le livre, ni pour la saga. C'est pour ça que je mets 3 sur 5, parce qu'on a vécu quand même la tension qui monte en puissance. Je pense à Audrad notamment, à la responsabilité de sa succession qui m'a plu. J'aimais bien suivre les passages avec Audrad. On parlera de mes personnages préférés après. Et la crise ressentie sur le chapitre, il y a une ambiance qui dégénère et qui s'emballe. Les émotions de la torture de Lucia et le caractère de Murbella qui est assez contagieux, cette détermination en même temps que ce doute, elle est assez attachante, Murbella. Donc voilà, il y a une consistance à s'émouvoir, mais pas assez pour avoir un coup de cœur selon moi. Donc voilà, en regroupant un peu tout ce que j'ai pu dire précédemment, si je devais attribuer une note, je mettrais la note de 8 sur 10 pour La Maison des Mers, parce qu'il y a du très positif, il y a une bonne intrigue, il y a un univers qui reste sublime, malgré un dénouement qui est un peu frustrant et des émotions qui ne sont pas parfaites. J'ai trouvé que La Maison des Mers finissait sur une meilleure note que l'avis que je m'attendais à mettre, notamment par rapport au tome 5. Donc c'est mieux, il y a du mieux. Est-ce que ça me satisfait pour totalement adorer la saga? Je ne pense pas. De toute façon, je ne suis pas un fan de science-fiction. Malgré tout, j'ai été très, très heureux de pouvoir découvrir enfin ce phénomène de science-fiction, de space opéra. On m'en a dit beaucoup de bien. Je pense que je regarderai les films pour renforcer l'avis que j'ai pu avoir de cette saga, mais ça reste bien sans être excellent. Ça ne côtoie pas des sagas fantasy qui m'ont fait tourner la tête pendant des mois et des mois, mais je pense que Dune reste et mérite son succès, notamment grâce à cet univers qui m'a emporté du début jusqu'à la fin. Avant que je vous donne mes 5 personnages préférés, je vous incite à vous abonner. Voilà, je vous force pas, je vous incite s'il vous plaît. On est une soixantaine sur la chaîne. Si on pouvait atteindre les 70 ou 75 à la fin de cette vidéo, ce serait super, sachant que la chaîne monte vraiment en puissance, il y a de plus en plus d'heures de visionnage dessus,
Donc n'hésitez pas aussi à la partager autour de vous si vous avez des amis ou des proches qui ont pu lire la saga, ce serait super. En 5e position, je mets Shiana. Non pas parce que je l'ai aimé, mais parce que je reste sur ma déception initiale du tome 5. On nous avait vanté comme une fille qui pourrait changer la destinée de l'univers. Je ne trouve pas. Alors ok, elle parle au vert, ok, elle peut parler au désert et permettre donc la diversité de l'environnement sur la nouvelle planète du chapitre. Mais alors, elle a zéro personnalité, zéro utilité, zéro évolution, si bien que j'ai failli mettre la Bellonda un peu acariâtre du Bene Gesserit à sa place. En 4e position, je mets Milesteg, et j'étais presque déçu également qu'il devienne Gola, car c'était mon personnage préféré qui nous a quittés dans le tome 5. Bon, déjà, j'étais contre l'idée qu'il devienne Gola, mais c'est surtout que je n'ai pas du tout aimé l'échange de rôle entre Duncan et Miles, parce que initialement, c'était Milesteg qui avait tout appris au Gola Duncan. C'était comme si Yoda devenait le disciple de Luke, enfin ça n'a pas vraiment d'intérêt je trouve. C'est assez étrange, ça m'a un peu perturbé. Et enfin le côté attachant de l'enfant a été vraiment perdu avec le retour de sa mémoire et je trouve que c'est un procédé un peu trop facile comme je l'ai dit pour les Gola, mais c'est-à-dire que l'enfant va comme une fleur sauver tout le Bene Gesserit en projetant une armée parce qu'il est le meilleur Bashar, parce qu'il est le général le plus légendaire de tous les temps. Sauf qu'il a été perdu avant et que le refaire venir comme une fleur quand on a besoin de lui, je trouve ça un peu trop beau. Mais bon, c'est le procédé de Dune, c'est le procédé de Frank Herbert, donc je m'y oppose pas particulièrement, mais j'ai trouvé Milesteg un peu moins intéressant que le tome précédent. En 3e position, j'ai décidé de mettre Duncan Idaho, et oui, vous n'avez pas rêvé, c'est encore lui. 6e tome et énième version de Gola, il est toujours là, toujours présent. Même si je le mets en 3e position, c'est sa version que j'ai le moins aimée, sûrement due à son importance dans ce tome-là. C'est vrai qu'il avait moins d'intérêt, si ce n'est d'être le compagnon un peu contrasté de Mur-Bella. Il a malheureusement pas eu vraiment de point de vue ou de quête personnelle à apporter au livre. Après, c'est vrai qu'il a une belle remise en question, il a une maîtrise de soi, une passion pour l'enseignement, très pédagogue auprès de Milesteg, très attaché également à ce que l'enfant grandisse et retrouve sa mémoire sereinement, et également une passion pour les armes quand il se bat, quand il enseigne. Je trouve ça assez familier de lui, donc c'est bien. Et c'est vrai qu'il y a cette décision surprenante à la fin, hein, très originale, mais ça suggère une suite et c'est dommage qu'on ne l'ait pas. Malgré tout, c'est un homme révolté face aux factions surpuissantes des Honoré Matriarches, du Bene Gesserit, même des Atréides. C'est quelqu'un d'assez solitaire et quelqu'un qui se bat pour ses valeurs, donc c'est beau. Il a une simplicité et une familiarité qui sont très touchantes. Donc je serais heureux de faire une vidéo spéciale dédiée à Duncan Idaho dans les prochains jours. 2e position, j'ai décidé de mettre Mur-Bella qui prend en muscle et en caractère dans ce tome. C'est une Honoré Matriarche à la sauce Bene Gesserit, sans doute le mariage le plus dangereux post-Kwisatz Haderach qu'on a eu, c'est-à-dire vraiment une association de pouvoir avec l'enseignement Bene Gesserit qui lui est donné, les enseignements Prana Bindu, qui la font devenir une femme complètement surpuissante. Ce que j'ai aimé avec Mur-Bella, c'est qu'elle est tiraillée entre son amour, sa passion pour Duncan, et également sa passion pour le pouvoir, le fait de pouvoir diriger l'univers. Dommage que sa réaction elle soit très placide, très absente sur le fait qu'elle ait perdu Duncan. Je crois qu'on a un petit paragraphe pour dire qu'elle est déçue, mais pas tant que ça, ou alors ça m'a échappé, mais j'aurais aimé vraiment une confrontation entre les deux. Là je ne l'ai pas eu, et la dualité de son enseignement était intéressante pour mettre en relief l'opposition entre les deux camps, qui ont du coup des idéaux très diverses et pourtant une convoitise partagée. Du côté du Bene Gesserit, on veut vraiment contrôler l'aspect mental de l'être humain, alors que concernant Honoré Matriarche, c'est l'aspect du corps. Et j'ai bien aimé la voir à travers les yeux de Mur-Bella, et notamment dans son évolution Bene Gesserit. En première position, mon personnage préféré est donc Odrad, Darwi Odrad, qui est mère supérieure pendant la totalité du livre avant de mourir dans le dénouement. C'est pour moi le personnage central de ce livre. Et pourtant elle est loin d'être un personnage assuré, c'est celle qui selon moi a eu la meilleure transition entre le tome 5, où elle était très absente, très peu utile, au tome 6, où elle a vraiment pris une place importante. Donc elle hérite de Lucia, qui est la précédente mère supérieure, et elle est guidée ensuite par sa mémoire seconde. Donc ils continuent à avancer ensemble dans le doute, dans les responsabilités qui les attendent. Et moi ce que j'ai aimé chez Odrad,
c'est de prendre la crise un peu comme un défi. Elle a vraiment des remises en question, un caractère, une intelligence, une finesse durant la crise du Bene Gesserit qui m'a beaucoup touché. Elle est sur le point de craquer à certains moments et elle va justement se rendre auprès du peuple pour aller voir ce qui se passe. J'ai oublié le nom de l'endroit, mais elle part, elle s'exile, elle laisse ses responsabilités à Belonda le temps de se ressourcer. Et ça, c'est une décision qui m'a plu, notamment pour aller étoffer cet univers qui était déjà excellent. Et sa mort à la fin est assez frustrante, car elle lutte pour la paix, elle se sacrifie pour Murbella, et en plus elle est décrite de façon... Sa mort est décrite de façon très nonchalante, un peu irrespectueuse de la part de l'auteur, qui l'a fait mourir en 3 lignes. Et donc c'est un peu une double frustration, le fait de mourir sur cette fin, et en plus de pas qu'elle soit vraiment décrite. C'est dommage, même si Audrad est un personnage incontournable de la saga, surtout sur ces derniers tomes, et me fait remonter légèrement la vie de cette saga, la vie générale de Dune. J'ai choisi une citation à la page 283 de Lucilla qui nous dit « La politique, c'est l'art de paraître sincère et totalement ouvert, tout en dissimulant le plus possible de choses. » J'aime bien cette citation parce que déjà c'est dans son affrontement, cette petite discussion avec Dama, la très honorée matriarche, et j'ai adoré cet affrontement, principalement la vision politique et la manière de gouverner entre les deux dirigeantes. Et l'art de paraître en politique m'a fait beaucoup sourire et m'a fait beaucoup penser à cette problématique sociale qu'on a depuis les sophistes de l'Antiquité grecque aux populistes de la 5ème République. On est bien garni dans l'art de faire un beau discours plutôt que d'avoir un vrai fond. Donc ça reste une très belle citation, bien écrite, et c'est celle que je vais garder, même s'il y en avait d'autres dans ce tome que j'aurais pu sélectionner. Bon, je pense avoir fait le tour de cette analyse, aussi bien du côté des personnages que des critères que j'ai pu vous donner. J'espère que l'analyse vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche et à partager la vidéo. J'ai également créé une chaîne de sport sur la mi-saison du LOSC en Ligue 1 et en Champions League. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil pour lancer également cet autre projet. On ne sait jamais si vous êtes intéressé par ça. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo qui arrivera, j'espère, le plus tôt possible. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.